Bien, nous sommes en ligne. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'assister à cette table ronde qui, dans un contexte plus favorable, se serait déroulée à la médiathèque Jean-Pierre Melville dans le 13e arrondissement. Mais bon, la situation sanitaire étant ce qu'elle est, nous avons fait contre mauvaise fortune bon cœur en vous proposant cette rencontre au format numérique, quoique cela ne retirera rien à la qualité des échanges qui vont suivre, j'en suis convaincu. Cette discussion s'inscrit tout à la fois dans un temps fort d'action culturelle intitulé « Quelle solidarité pour demain ?» et dans un cycle intitulé « Les jeudis de l'actualité ». Comme l'indique le nom du cycle, ces rencontres se déroulent les jeudis et se proposent d'analyser les grandes thématiques, les grandes questions, les grands sujets qui font débat dans l'opinion publique avec à chaque fois le concours de spécialistes de la question abordée. Territoire au pluriel, qui sont les grands oubliés? Point d'interrogation. C'est la question et la thématique qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui. Une thématique qui, bien que supplantée dans les médias par la pandémie du coronavirus, surtout par rapport à la période 2018-2019, n'en reste pas moins d'actualité, peut-être plus larvée, plus latente ou plus susceptible de se manifester dans d'autres domaines du fait de la pandémie. Les problématiques développées ce soir n'en restent pas moins prégnantes, pas moins vives dans les vies et dans le quotidien de très nombreux Français, et c'est pourquoi il nous est apparu légitime de les soulever durant cette rencontre. Toutes ces thématiques vont être discutées par nos deux invités de ce soir, que je tiens à remercier très sincèrement pour leur participation à cette table ronde. D'abord, Nassira El Moadem, qui a été journaliste à la télévision, directrice et rédactrice en chef d'un média en ligne, le Bondi Blog, et qui est depuis la rentrée 2020 en alternance animatrice de l'émission hebdomadaire du site Arrêt sur Image. Elle a aussi publié en Elle a aussi publié en 2019 aux éditions de l'Iconoclaste ce livre que j'ai eu la grande chance de lire, qui s'appelle Les filles de Romorantin, et qui est le récit de son retour dans sa ville natale sur fond de mouvement de contestation des Gilets jaunes. Un récit qui met en perspective les destins de ceux qui partent et de ceux qui restent sur les territoires dont il est question ce soir. Et la transition est naturellement toute trouvée, puisqu'il me faut ensuite vous présenter Benoît Coquart, qui est sociologue à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, et qui travaille sur les milieux ruraux et les classes populaires. Il est aussi et surtout l'auteur d'une très riche enquête immersive que voici, qui s'appelle « Ceux qui restent ». Faire sa vie dans les campagnes en déclin, qui a été édité en 2019 par La Découverte. Ce qui est très intéressant dans la rencontre de ce soir, c'est que j'avais eu la chance d'assister à une rencontre avec Nassira El Moadem et Benoît Coquart en 2019, à l'occasion de la sortie de leurs livres respectifs. Elle s'était déroulée également dans le 13e arrondissement, à la librairie Jonas. Et c'était une très bonne soirée, j'avais passé un très bon moment et je m'étais dit qu'il serait intéressant de les associer à nouveau pendant une table ronde, 2 ans plus tard, après les évolutions liées à la pandémie, pour voir à quel point leur points de vue ont peut-être changé sur la question, ont évolué sur certains aspects, se sont aggravés sur d'autres, on n'en sait rien, en lien avec la pandémie qui a impacté ces territoires et qui continue à les impacter actuellement. Bien évidemment, je ne vais pas prendre plus de temps que ça, je termine en disant que tout au long de la soirée, nous vous invitons à poser des questions dans le chat, puisque nous les relayerons à nos deux intervenants. Je vous souhaite de très bons échanges, une très bonne soirée. Et je pense que la première question qu'on pourrait commencer pour lancer les discussions, c'est territoire, qui sont les grands oubliés? De quel territoire peut-on parler? De quel territoire parle-t-on, en l'occurrence, dans cette interrogation, selon vous? Qui démarre, hein? Benoît, tu veux démarrer ou... Comme tu veux, si tu veux. Je vais y aller. Ce qui est toujours un peu problématique dans l'utilisation de ce mot territoire, c'est la connotation qu'on peut souvent y mettre. Je trouve que l'utilisation sémantique de ce mot-là depuis quelques années tend à vouloir opposer en fait justement certaines zones. C'est-à-dire qu'on utilise le mot territoire pour en fait parler des zones rurales. C'est les territoires au sens du terroir, de la terre. Et on assimile ça forcément, je trouve, en tout cas, de plus en plus à la ruralité. Et du coup, on a un peu tendance dans le débat public à opposer donc ces fameux territoires, comme on les appelle aujourd'hui, aux autres zones. Et souvent d'ailleurs les banlieues populaires des grandes villes françaises, les zones périphériques comme on les appelle aussi. Et moi je me méfie beaucoup de cette utilisation là, de ce mot là, qui en plus
un argument un peu souvent électoral, marketing, dans la bouche de certains décideurs publics dans les échéances électorales. Et on l'a vu d'ailleurs lors des mouvements des Gilets jaunes. C'était très clair l'opposition qu'on a faite entre ces fameux territoires justement des petits blancs et les quartiers populaires, les banlieues des... Pour faire court, mais franchement, c'est même ça qu'on a entendu quand même assez régulièrement sur les plateaux télé et dans les studios radio, avec cette idée selon laquelle on aurait déversé des milliards d'euros aux banlieues, alors qu'on aurait abandonné justement ces fameux territoires délaissés. Donc, juste ça, c'est une petite parenthèse, pardonnez-moi pour la longueur, mais pour la prudence que j'ai à utiliser ce mot-là, qui est aussi un peu une facilité de langage pour nous tous. Donc voilà. Ensuite, je sais pas, pardonnez-moi, mais Philippe, vous pourriez juste reposer votre question? Parce que du coup, comme je l'ai fait long, je me suis... Pas de problème. Ma question était quelle réalité recoupe le mot territoire dans la question territoire? Qui sont les grands oubliés? En fait, quelle définition on peut apposer à ce terme? Ouais. Et donc ensuite, et après je laisse la parole à Benoît, et ensuite les grands oubliés, ce sont en réalité tout le monde en fait, parce que une fois qu'on a évacué cette question d'utilisation sémantique du mot territoire, en réalité, ce dont on parle, c'est à la fois les zones périphériques dont vous parlez, les banlieues populaires, mais aussi les zones rurales ou les zones périurbaines. Et dans ces zones-là, on a quand même un certain nombre de classes sociales qui sont des classes populaires. Et donc forcément, ce sont quasiment tous les grands perdants. Les grands perdants de la mondialisation, diront certains, les grands perdants de la distribution des services publics, les grands perdants aussi de la richesse économique. Donc c'est là où moi je fais extrêmement attention et je suis extrêmement prudente parce qu'en fait, les habitants de ces territoires-là se ressemblent plus qu'on a tendance à les opposer. Mmh. Moi, je n'aurais pas grand-chose à ajouter sur le sens, l'approche critique finalement de la notion de territoire qu'a exposé Nassira. J'y souscris complètement. En fait, on a vu débarquer ce terme qui n'est pas une catégorie analytique en sciences sociales, mais qui tend à imprégner tellement le discours politique et l'espace public qu'il est parfois repris, et qui est bien embêtant en fait, parce que quand on fait référence à un territoire, on fait référence de manière générale à une image construite et travaillée d'un lieu qu'on a cherché à patrimonialiser. D'ailleurs, on voit très bien que les groupes sociaux qui s'engagent dans la construction de l'image d'un territoire, c'est ceux généralement qui le possèdent. C'est pas les classes populaires locales qui parlent du territoire et de leur ancrage local de manière générale. C'est plutôt des élus qui appartiennent aux petites ou grandes notabilités, disons ceux qui ont intérêt à valoriser un patrimoine localisé. Et donc d'emblée, cette notion de territoire, pour nous, c'est plus quelque chose à déconstruire d'emblée, comme un discours, finalement un discours politique. Aujourd'hui, il est assez compliqué en France de trouver un élu qui ne se revendique pas d'un ancrage territorial pour dire, moi, il y a 2, 3 générations, mes ancêtres avaient les mains dans la terre, voilà, comme tous les Français, ou même comme les Français de plusieurs générations, même comme tous les immigrés, si on prend les immigrations d'où elles sont venues des milieux ruraux en France, en fait, tout le monde a des ancêtres paysans en France, quasiment. Donc, il n'y a pas d'originalité là-dedans. Mais ce que ça permet, en fait, c'est que par rapport à la critique qui est souvent faite, en fait, notamment aux hommes politiques, aux professionnels de la politique, c'est une sorte de déconnexion, on va dire, avec le reste de la population. Et là, se revendiquer d'un territoire, c'est d'emblée se démarquer de la figure du technocrate parisien qui serait dans sa bulle, qui ne sortirait pas du quartier latin, etc., et de l'Assemblée nationale. Là, on s'en dirait, moi, je suis connecté à la réalité de ce que vivent les Français parce que je connais la France des territoires. Et cette France des territoires, si à la limite on les prend au mot, donc ça, en gros, grosso modo, on va comprendre que c'est la France qui est loin de Paris, qui n'est pas dans les grandes villes. Bon, très bien. Déjà, celle-là, il y a territoire et territoire, et des territoires extrêmement riches, des territoires extrêmement pauvres, et ce serait comme dire la France des banlieues et parler de Neuilly-sur-Seine et d'Aubervilliers dans le même sac, alors que ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment quelque chose qui me semble, il faut arriver à éviter ce piège-là de rentrer en fait les deux pieds dedans l'analyse des territoires, parce que d'emblée, ça nous fait aussi
créer de nouvelles des formes de division en fait sociale et de penser même des rapports de domination qui existent, qui en cachent bien d'autres. C'est-à-dire que notamment avec l'idée de se dire il y a Paris puis le reste de la France qui serait opposé, ou les grandes métropoles et puis le reste des territoires. Là, on oublie qu'au sein même de ces territoires, il y a des riches et des pauvres, il y a des rapports de domination assez forts, il y a des phénomènes de ségrégation, il y a tout en fait ce qu'on retrouve aussi en ville. Et pour cela, de manière générale en sociologie, mais aussi en histoire, on nous apprend que les lieux sont liés en fait aux groupes sociaux qui les peuplent, qui les ont construits, et aux rapports que ces derniers entretiennent. Voilà, selon où vous vivez, que vous soyez c'est pas la même chose d'être un ouvrier selon là où vous vivez, parce que vous n'êtes pas entouré par les mêmes personnes, vous n'êtes pas notamment c'est pas les mêmes personnes qui gèrent votre ville, qui décident dans quel quartier vous allez pouvoir habiter, etc. Donc c'est d'emblée une déconstruction du terme qui est pas si néfaste que ça, parce qu'elle nous permet de vraiment d'arriver à poser une problématique, parce que ce thème a envahi en fait tout le champ politique. Alors même que c'était une catégorie, celle de l'ancrage, du retour aux sources et aux racines, aux territoires. C'était plutôt un thème très à droite, en fait, historiquement. Et là, on le voit vraiment prendre dans tout le champ politique avec de manière un peu candide, repris par tout le monde, avant tout pour se démarquer de cette image des technocrates centralisés. Et je pense que quand on les connaît, ces territoires, et quand on a fait des enquêtes comme dans nos bouquins respectifs, on a notre grain de sel à ajouter pour dire les territoires, ils sont pas si lisses que ça. C'est pas l'image d'Épinal touristique des campagnes contemplatives dans laquelle on vient mettre sa maison secondaire. Les territoires, il y a des gens qui y vivent et qui essayent de s'en sortir. Voilà. C'est un peu l'opposition que j'ai en tout cas par rapport à ce terme-là. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Benoît, comment avez-vous fait dans vos livres respectifs, ou comment faites-vous dans vos travaux respectifs pour naviguer entre les clichés dans lesquels on peut éventuellement tomber? Parce qu'on peut verser à la fois dans une vision trop noire en disant que ce sont je vais être caricatural, mais on entend des trous paumés, c'est des coins perdus, ce genre de choses, et d'un autre côté, vous avez des personnes qui auront tendance à vous dire non, mais ça c'est la vraie France, c'est la France des vrais Français, c'est pas c'est des gens qui sont pas connectés à la mondialisation, c'est des gens qui vivent bien sur un tissu local, etc. Comment on navigue entre ces deux tendances qui sont irréconciliables, qui sont deux extrêmes du spectre, pour essayer d'avoir une vision objective et essayer de retranscrire une vision la plus fidèle possible de la réalité? Comment vous avez fait, puisque vous avez des travaux quand même différents? Vous avez fait un travail de sociologue et un travail de journaliste. Comment avez-vous fait pour naviguer entre ces deux tendances pour essayer de retranscrire la réalité le plus fidèlement possible, disons, si tant est que ce soit possible? Nassira? Oui. Alors, c'est pas compliqué, mais ça peut paraître dingue à l'heure du commentaire à tout va, notamment sur les chaînes d'infos. C'est que comment on fait? En fait, on donne la parole aux gens. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on fait parler les gens. C'est-à-dire que les gens, on leur demande comment ils vivent leur situation là où ils sont. En l'occurrence, pour moi, c'était la Sologne et notamment Romorantin. Je suis arrivée dans un moment qui était assez particulier, puisque c'était janvier 2019, fin 2018, janvier 2019, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui n'était pas non plus foncièrement extrêmement présent en Sologne. Il y avait un petit groupe et que j'ai suivi, et il s'avère que dans ce groupe-là, il y avait des gens que je connaissais, puisqu'il y avait ma meilleure amie d'enfance. Et donc, comment on fait? En fait, on leur pose des questions et on essaye de ne pas les juger, même si il y a un dialogue qui s'engage. Moi, je sais que j'ai pu être très critique vis-à-vis de certains dans le mouvement des Gilets jaunes, qui l'ont d'ailleurs tout à fait compris, sur des propos qui ont été proférés, des propos xénophobes, islamophobes, mais ils existent, je les connais, je les avais déjà entendus, donc ils ne m'étonnent pas, mais ils s'inscrivent dans un contexte qui, moi, m'était important de raconter à travers une galerie de portraits. Ce contexte-là, c'est un contexte de désindustrialisation, un contexte d'une ville
a périclité à la fin, au début des années 2000 avec la fermeture d'une usine qui est l'usine Matra Automobile, qui produisait la fameuse Renault Espace. Donc c'est une ville qui a vécu en fait dans la prospérité pendant une trentaine d'années et qui brutalement, et vraiment ça s'est fait brutalement puisque l'annonce a été faite en mars et la fermeture a eu lieu en juin. Brutalement, l'actionnaire principal, Lagardère, décide de tout fermer et de tout délocaliser, non pas en Pologne ou en Roumanie ou au Maroc, mais en Normandie. Et du coup, c'est une toute autre ville que moi je retrouve des années plus tard. On passe d'une ville très, alors pas très riche, mais qui vit quand même assez chichement à une ville qui a perdu tous ses repères économiques, sociaux, avec des difficultés humaines extrêmement fortes. Et moi, mon réflexe de journaliste, c'est d'aller sur place et de tendre mon micro, avec la particularité, c'est que ce sont des gens que je connais. Et voilà, et ces réalités-là, encore une fois, en tant que journaliste, il n'y a pas d'autre choix en fait que d'aller sur le terrain. Enfin, c'est aussi simple que ça, c'est aussi basique que ça. On peut pas faire attribuer, on peut pas donner à penser aux gens ce qu'ils ne disent pas ou ce qu'on a envie de leur faire dire. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris, pardon pour la digression, mais ça me semble important, c'est que j'ai eu en face de moi des gens qui étaient extrêmement méfiants parce que je n'étais plus la Nassira El Mouadem des années de l'école primaire ou du collège, mais j'étais la journaliste. Donc j'ai eu évidemment des gens en face de moi qui étaient extrêmement méfiants au prime abord et qui ont en fait, au fur et à mesure, parce que j'y ai passé du temps, que je les ai accompagnés dans les manifs, dans leurs réunions, eh bien, ont accepté ma présence et se sont confiés. Et en fait, et pourtant, je les ai pas, pour certains, je les ai pas évités, ont accepté la règle du jeu et se sont finalement retrouvés dans le portrait que j'ai fait d'eux. Et ça, voilà, c'est en tant que journaliste, c'est quand même le truc le plus puissant qui puisse vous arriver. Voilà. Benoît? Je réagis juste à ce que vient de dire Nassira, après je répondrai plus précisément à la question, mais cette idée que en fait on arrive vers des personnes qui sont tellement pas convaincues d'être dignes d'intérêt qu'elles interrogent d'emblée notre démarche. Et donc je pense que pour Nassira comme pour moi, l'idée de devenir la journaliste qui est connu, etc., et qui revient, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, mais qui paraît incongru pour les habitants. Moi, c'était un petit peu la même chose, mais dans une démarche, moi j'étais doctorant en sociologie, et le fait de revenir, rien que faire ma thèse sur les milieux ruraux, chez ceux qui pensent eux-mêmes vivre dans des coins paumés, ils savent en fait qu'ils ont cette image-là qui est construite de dehors. D'emblée, on me disait qui va lire un livre qui parle de nous, pourquoi tu t'intéresses à nous. J'ai même eu beaucoup de réflexions, pour en reparler après, mais par exemple sur le fait que les gens s'intéresseront plus, si tu veux parler des problèmes sociaux, va plutôt en banlieue, aussi parce que finalement ici, il y a des problèmes sociaux, mais on ne peut pas faire de vagues, c'est-à-dire que autant aller vers des lieux qui sont déjà stigmatisés pour ça. Et parfois, non, mais la démarche peut être, quand on est originaire en fait de ces milieux, de ces milieux populaires, on a envie de faire attention à ce qu'on dit. On veut raconter la vérité, donner la parole aux gens, mais il faut aussi être très méfiant sur le fait qu'on a affaire devant nous à des groupes qui sont ce que la sociologie appelle depuis des décennies des classes objets, c'est-à-dire que tout le monde en parle, mais eux ils n'ont pas la parole. Et donc cette insistance que Nassira avait au début, moi j'y souscris vachement, c'est de dire d'abord on leur donne la parole, et ceux qui nous disent après ça va de fait remplir en fait des connaissances et combler des manques, parce que j'essaye de rebondir un petit peu sur la question de départ, pourquoi c'est des trous paumés, pourquoi c'est perçu en tout cas comme des trous paumés, parce qu'on les définit sans arrêt ces lieux que par le manque, c'est-à-dire que là où la vie serait pleine et totale, et en fait la définition même de la société, elle est urbano-centrée.
Donc, quand vous avez, en France, on a beaucoup la théorie de la France périphérique qui est très utilisée en France, enfin, en tout cas très reprise, en tout cas même dans le champ politique. C'est, voilà, par essence, la périphérie, c'est ce qui n'est pas la centralité. Donc, ça veut dire que la centralité, on l'a d'emblée définie depuis Paris. Et on se rend compte qu'il y a tout un tas de théories relativement dominantes aujourd'hui sur les territoires, la France oubliée, la France des invisibles, qui en fait sont construites depuis la ville. Et donc, ils se disent, là-bas, c'est là où ils n'ont pas ce qu'on a ici. Alors que quand vous allez interroger les gens, leur centralité, elle est là-bas. Toute leur vie, elle est hyper intense là-bas. Il y a des sociabilités très intenses. Et justement, le fait qu'il y ait toute cette histoire industrielle qui est relativement commune à ces différents espaces, on pourrait revenir, parce que, à mon avis, c'est le socle un petit peu de ce qu'il y a en commun. Ça fait que quand ce monde-là s'écroule, vous n'avez pas le luxe de vous replier sur vous-même et d'être recroquevillé dans votre coin paumé. Il faut que vous recréez des collectifs, de la solidarité, que vous basiez sur votre réputation pour vous en sortir, parce que vous savez en fait qu'il n'y aura pas de salut pour tout le monde, que ça ne se passe pas comme ça, qu'il n'y a plus les ressources qu'il y avait avant. Donc encore une fois, l'idée c'est une enquête empirique. Elle permet de remettre dans l'histoire ces lieux, de ne pas les voir que comme des espaces de manque, de coins paumés, d'une histoire jadis, d'une civilisation de jadis qui serait un petit peu appelée à disparaître quand on n'y voit que des paysans. Parce qu'il y a un truc tout bête, mais la France rurale, même la France la plus rurale, vous trouvez des proportions d'agriculteurs de 5 à 6% de la population active. Dans les régions, et dans certaines régions rurales moins agricoles, on descend en dessous de 5%. Les gens là-bas, ils sont essentiellement ouvriers. C'est ça la première catégorie qu'on retrouve, puis employés, dans des proportions bien supérieures qu'en ville. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est défini aussi? C'est qu'ils ne croisent que très peu de cadres et de professions intellectuelles supérieures, donc ils vivent en fait dans des relatifs entre soi populaires. Et tout ça, ça fait que leur histoire, elle est tout à fait liée à l'histoire de l'industrie, de l'immigration. C'est des choses, je pense, sur lesquelles il faut insister, parce que j'imagine que les représentations que les gens en ont, c'est pas forcément celle-là. Donc voilà, c'est de redonner en fait un intérêt pour aller voir ce qui se passe. Pas simplement écrire des grands essais de loin pour dire qu'on oublie cette France-là. Il suffit d'aller leur donner la parole. Mais là encore, peut-être pour alimenter un petit peu une polémique, il me semble que si aussi ces territoires-là, c'est des lieux qu'on dit paumés, dont on ne voit pas en fait qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qui s'y joue en termes politiques, en termes sociaux, c'est parce qu'il y a très peu de personnes qui en sont originaires qui arrivent à accéder à la parole publique elle-même. En fait. Et pour s'intéresser à une petite usine qui ferme en Sologne ou quelque part dans le Grand Est, là où il n'y a pas forcément de grosse histoire syndicale, donc il n'y aura pas une grande mobilisation, ça passera pas forcément aux 20 heures, même si c'est en fait des milliers de personnes qui sont sur le carreau, même si ça change complètement la vie telle qu'elle était organisée auparavant, il faut l'avoir un petit peu vécu de près ou de moyennement loin. Et là, ça pose la question en fait de qui produit l'image du monde social, qui produit l'image de la France, comme on le disait au départ, qui produit l'image des territoires. C'est pas les ouvriers licenciés, c'est généralement des grands propriétaires terriens, des personnes qui ont intérêt au développement touristique, etc. Donc, il faut essayer de renverser en fait, la vapeur, de donner un autre discours qui vient d'en bas. C'est assez juste ce que dit Benoît et c'est vrai que moi ça a fait partie de mon intention de départ depuis un certain temps, à la fois de retourner chez moi et de raconter ce que ma vie est devenue après la fermeture de Matra, mais aussi de le faire aussi avec le parcours qui avait été le mien de jeune journaliste, puisque moi j'ai commencé en fait ce métier en étant journaliste social, éco-social. Et en fait, j'ai commencé en 2011-2012 avec la fermeture d'un certain nombre d'entreprises et des plans sociaux qui se sont accumulés quand Nicolas Sarkozy avait gentiment laissé les plans sociaux à son successeur François Hollande. Et moi, j'ai été donc sur les terrains près de Rouen pour la fermeture de Petroplus, sur le terrain des Goodyear avec toutes ces messageries qui ont fermé, qui ont concerné des milliers de personnes, et ça a été une boucherie sociale, clairement. Et c'est vrai que du coup, revenir à Romorantin, avec ce bagage-là de terrain social, de journaliste qui a raconté ses plans sociaux pendant des années, en fait, ça a été un peu une claque parce qu'en fait, je me suis remémoré évidemment ce qui est arrivé à ma propre famille, à mes propres amis quand Matra a fermé, puisque mon père était ouvrier chez Matra Automobile. Et je me suis dit, mais en fait, ce travail-là que je fais effectivement sur un terrain ou sur des terrains qui ne sont pas les miens, c'est-à-dire qui ne sont pas des terrains qui me sont familiers, mais qui sont des terrains professionnels,
je peux aussi le faire chez moi. Alors évidemment avec une démarche qui est particulière, parce que c'est une démarche hybride qui mélange le professionnel et l'intime, le personnel et le général. Mais c'est clair que ça m'a en fait le raconter avec à la fois mes souvenirs d'enfant, d'adolescente à Romorantin, et aussi tout le bagage que j'avais accumulé en tant que journaliste sur d'autres terrains sociaux, ça a été assez dingue parce que je me suis rendu compte de choses dont je ne m'étais pas rendu compte avant. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout conscientisé le fait que en 2003, quand je suis partie de Romorantin pour aller faire mes études parce que je n'en pouvais plus d'étouffer dans cette petite ville où tout le monde se connaissait, en fait, je suis partie au moment où la ville commençait à mourir. Et moi, j'ai commencé à aller dans les bars, à comprendre ce que ça voulait dire la vie étudiante quand la ville déclinait. Et ça, évidemment, on peut se rendre compte qu'une fois qu'on est parti. Et c'est là où c'est important comment dire, ce recul en fait sur sa propre histoire, et effectivement le fait, comme le dit justement Benoît Coquart, de prendre la parole quand on est issu de ces territoires-là et de ces zones-là après avoir eu ce parcours. C'est que le retour en arrière, il est porteur évidemment de propos qui ont du sens, j'espère, en tout cas social et sociétal, mais surtout pour soi-même en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai revisité en fait une partie de l'histoire de ma ville, une partie de ma propre histoire. Et ça, c'est possible uniquement effectivement quand on porte ces histoires-là. Oui, vous êtes tous les deux, à dire vrai, on utilise beaucoup le terme de transclasse. Et c'est quelque part ce que vous êtes, puisque vous êtes d'un milieu populaire, en fait, tous les deux, et vous avez accédé à un milieu et un niveau d'études qui vous permet justement de porter la parole de ces milieux sociaux. La question que j'ai envie de vous poser ensuite, et c'est un petit peu la question qui est plus large, celle qui élargit un petit peu le champ du débat ce soir, c'est à quel point peut-on dire que le territoire sur lequel on est né, sur lequel on réside, détermine ce que l'on devient. À quel point on est déterminé, à quel point est-on déterminé, par le territoire où l'on réside, où on est né, selon vous? Dans quelle mesure l'est-on? Benoît? D'accord. Alors ça, c'est toute la question quasiment de mes recherches. Donc je pourrais parler des heures, mais je vais essayer d'être concis. En fait, de la même manière, de la déconstruction qu'on faisait un petit peu au début de cette catégorie de territoire, le lieu en lui-même, même dans les campagnes les plus en déclin, où on retrouve une communauté un peu de destin très forte, on se rend compte que selon que vous naissez dans une famille privilégiée ou défavorisée, votre espace des possibles scolaire dans un premier temps, puis ensuite professionnel, est tout à fait différent. C'est pour ça là encore que moi je me méfie du seul prisme territorial, parce qu'il permettrait en fait à une certaine catégorie de la population qui a toujours en fait permis de faire le lien entre la ville et la campagne, d'aller faire des études supérieures tout en étant dans le rural, de se vivre en fait comme des personnes qui potentiellement seraient discriminées par une appartenance territoriale qui en fait les gêne pas vraiment. Par contre, là où on pourrait trouver ce qu'on appelle les effets de lieu, c'est quand au final tout le monde autour de vous vous renvoie les mêmes modèles d'accomplissement possibles. Par exemple, l'éloignement vis-à-vis de la culture estudiantine, pour les jeunes, si on prend que le cas des jeunes de classe populaire, donc les jeunes enfants d'ouvriers et enfants d'employés, qui sont, on le rappelle quand même en France, mais ça reste la grande majorité des jeunes aujourd'hui, hein, quand même. Même si on parle moins de ces classes sociales-là qu'auparavant. Évidemment que c'est pas la même chose d'être un enfant d'ouvrier dont les parents n'ont pas fait d'études, au centre de Paris, il n'y en a plus beaucoup, hein, voilà, parce que la ségrégation urbaine est ce qu'elle est, mais en tout cas, c'est pas la même chose que de côtoyer autour de soi beaucoup de jeunes qui vont faire des études, beaucoup de jeunes qui sont eux-mêmes fils de professions intermédiaires, fils et filles de professions intermédiaires, de cadres, qui vont faire des études longues et qui imposent cette norme, que ce soit même au niveau de l'établissement scolaire, les profs sont habitués à envoyer les enfants dans les lycées généraux, que de grandir en fait dans un bourg où toute la vie économique s'est développée autour d'une usine, qui ferme ensuite, moi je prends un peu mon cas, oui, forcément qu'il est un peu de routine que de s'orienter vers des filières courtes, que de valoriser l'entrée précoce sur le marché du travail,
de rapidement gagner sa vie, être autonome, être propriétaire de sa maison, parce qu'on dit si t'es pas propriétaire, t'es pas chez toi, et ensuite de rentrer très tôt dans la carrière parentale, hein, notamment pour les femmes, parce qu'il y a moins d'emplois généralement pour elles dans ces espaces ruraux en déclin. En fait, le chômage des femmes est beaucoup plus fort que celui des hommes. Donc là, évidemment, c'est pas la même chose que d'être une femme peu ou pas diplômée dans ces espaces-là, parce qu'il y a moins de métiers de service à disposition, enfin voilà, qui sont disponibles, et aussi parce que on sait pas ce que c'est que les études. Donc on se dit ça ne s'impose pas comme une norme parce que c'est un monde lointain qui est relativement méconnu. Et puis en retour, par contre, il y a des gens autour de nous qui, malgré que ça soit voilà, il y a des difficultés économiques, mais malgré tout, il y a des gens qui s'en sortent de manière honorable et respectable en ayant peu de diplômes. C'est pas du tout vu comme quelque chose de stigmatisant. Si vous arrivez en fait à être très vite autonome économiquement et à être un père ou une mère de famille respectable, enfin voilà, comme ce que je raconte dans mon livre, en ayant suivi des gens pendant 10 ans, en fait, eux, ils me renvoient des modèles d'accomplissement qui dévalorisent justement l'étudiant éternel dépendant de ses parents, qui fait quelque chose de relativement peu saisissable. D'ailleurs, on le voit pas revenir, on voit pas le revenir après ses études. On sait qu'il a coûté de l'argent à ses parents, alors que voilà, il n'est pas usuel de faire des études dans son milieu. Donc, c'est des positions un petit peu d'entre-deux. Et pour le coup, c'est pas des parcours qui d'emblée vont amener les étudiants à être des transfuges de classe. Il y en a plein qui vont en fait revenir après en ayant raté des études, mais on se dit, ben voilà, il aurait mieux fait de rentrer en apprentissage et puis de faire comme ce jeune-là qui a très vite eu de l'autonomie dans son entreprise. Donc, c'est des espaces aussi où là, il y a un déterminisme au sens où ça peut être vecteur de contre-modèles normatifs, de style de vie, de modèles d'accomplissement, de contre-modèles par rapport à ce qui prévaut à l'échelon national. Et ça nous permet aussi de dire, je pense que souvent, on a tendance à penser la question des inégalités de manière un petit peu symbolique, avec un angle un petit peu misérabiliste, en se disant, finalement, ils n'ont pas accès à autre chose, leur espace est complètement fermé, alors même qu'en fait, il y a d'autres sources de valorisation. Et les gens, d'ailleurs, s'y cramponnent parce qu'ils savent la valeur qu'elles ont. C'est de valoriser ce qu'on fait et son style de vie, ça permet d'être fier de ce qu'on est. Et ça, c'est essentiel, en fait, pour ces populations-là, qui sont toutes en train de regarder très peu vers une ascension sociale possible, mais en tout cas de regarder vers le bas, vers toute la frange précarisée aujourd'hui qui devient de plus en plus importante dans les classes populaires, qui fait figure un peu de repoussoir et où on se dit, voilà, tant qu'on arrivera à valoriser en fait ce qui nous est accessible ici, on se prémunira des formes de stigmates qui sont associées voilà, au déclassement professionnel, au chômage de longue durée. Et tout ça, c'est quelque chose auquel les gens se cramponnent parfois, et on pourrait y revenir après, mais à mon avis, qui permet de comprendre pas mal de leur rapport au monde, de leur positionnement politique, et en fait des peurs qui peuvent caractériser leur jugement de valeur, notamment sur d'autres populations. Moi, pour répondre, jusqu'à quel point on peut être déterminé par son lieu de naissance, où on a grandi, donc son territoire. Moi, d'abord, pour parler de mon expérience personnelle, parce que c'est celle que je connais le mieux. Moi, d'abord, je suis fille d'immigrés. Donc, moi, déjà, je suis la fille de personnes qui ont décidé de partir de partir de là où elles étaient nées, c'est-à-dire le Maroc, parce qu'elles ont estimé que c'était la seule solution pour pouvoir offrir un avenir décent à leurs enfants. Donc, du coup, moi, j'ai déjà à la naissance une histoire de mobilité qui est derrière moi. Une histoire de mobilité qui est évidemment différente de celle qu'on peut imaginer aujourd'hui, mais qui est celle-là. Donc c'est pas un impossible en fait, puisque mes parents l'ont fait pour arriver jusque-là. Mais évidemment que la question de la mobilité, notamment là où j'ai grandi en Sologne, elle est fondamentale en fait. On est d'autant plus déterminé par son territoire qu'on ne peut pas en sortir. Et clairement, moi, c'est ce qui s'est produit pour nous, c'est ce qui s'est produit pour un certain nombre d'entre nous, parce que d'abord, voilà, jusqu'au lycée, très difficile de t'imaginer ailleurs, parce que aller à Tours ou à Orléans, qui sont les deux grandes villes de la région, il faut prendre 2 trains. C'est compliqué, tout est dur, tout est compliqué. Donc, du coup, on est habitué finalement, et on grandit avec cette habitude à rester sur place parce que il n'y a pas d'autre choix. Donc voilà. Donc finalement, on grandit avec ça.
Et puis une fois qu'on a décidé de partir parce qu'on a dû faire ses études et que de toute façon il n'y a pas d'autre choix que de quitter la ville pour aller faire des études universitaires. Romorantin, c'est 17 000 habitants, c'est une sous-préfecture, mais pas d'études universitaires, en tout cas post-bac, hormis des BTS. Eh bien, comment dire, enfin, ça devient une autre normalité, mais qui est liée évidemment, pour ma part et pour un certain nombre de familles que je connais qui est en fait tout simplement liée comment dire, aux ambitions démesurées de nos familles sur la scolarité. C'est que mon père et un certain nombre de familles d'origine immigrée de là où je viens, la seule issue possible, la seule sortie, c'était l'école. Il n'y avait pas d'autre choix pour nous. On n'a pas de carnet d'adresse, on n'a pas de réseau, nous ne sommes pas des familles installées, et donc et je crois que la notion d'immigration, en tout cas l'identité d'immigration, elle joue beaucoup pour des familles comme nous, plus encore que des familles qui avaient évidemment la même identité populaire de souche, comme on dit, parce que je crois vraiment que l'histoire migratoire, elle pousse à ça, elle pousse à se dire que pour des gens comme nous, l'école est la seule bouée de secours possible. Donc voilà, mais moi j'ai un peu du mal avec tout ce récit aujourd'hui autour des transfuges de classe. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est presque un peu indécent, je trouve. Je sais pas comment les filmer, mais une sorte de mode là, comme ça, qui est en train de se créer. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir, comment dire, d'avoir changé de milieu social. J'ai encore des pratiques de pauvres, j'ai encore des trucs qui sont collés à moi, liés à mon enfance et liés au milieu d'où je viens. Mais surtout, en fait, c'est le regard en fait que portent les gens des autres classes sociales et de la classe sociale favorisée qu'on a réussi entre guillemets à apprivoiser, bon an mal an, souvent mal an. C'est en fait on est un élément social, surtout aux yeux des autres. En réalité, c'est le regard de l'autre qui fait qu'on est un individu social. Et je ne suis pas sûre que le milieu CSP+ parisien journalistique, par exemple, a tout à fait accepté que des gens comme moi fassent partie de ce milieu-là. Moi, j'ai aucun problème puisque je suis journaliste, je me sens tout à fait parisienne, j'ai aucun problème à me définir aussi comme ça. En revanche, aux yeux des autres, je suis pas sûre que ce soit le cas. Et je trouve que du coup, c'est toujours compliqué soi-même de se positionner sur ces thématiques-là, parce qu'en fait, c'est vraiment des thématiques liées encore une fois au regard qu'on porte sur nous. C'est plutôt en fait des questions qu'il faudrait poser aux autres sur nous-mêmes que des questions auxquelles on peut répondre nous-mêmes personnellement. Voilà. Oui. Si on se rapproche un petit peu plus du temps présent, puisque, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, vos livres respectifs sont sortis en 2019. Donc, c'était dans l'autre monde, en fait. C'était bien avant le Covid, c'était bien avant toutes ces choses. Il y a un livre assez récent qui est sorti en octobre 2020, je ne sais pas si vous en aviez pris connaissance, peut-être, de Salomé Berliou, qui s'appelle « Nos campagnes suspendues, la France périphérique face à la crise », qui revenait sur ces territoires bien précis, sur l'impact du premier confinement sur ces territoires. En faisant la transition avec vos propres analyses, vos propres études, ce que vous avez pu analyser de ces territoires dans vos livres respectifs, quel impact, quelles conséquences la crise sanitaire a sur ces territoires, et surtout, qu'est-ce qui a changé dans vos travaux? Qu'est-ce qui s'est aggravé par rapport à vos travaux, par rapport à la vision que vous aviez à l'époque sur ces territoires? Est-ce que vous avez changé certaines opinions que vous aviez dans vos travaux respectifs, certaines thèses que vous aviez avancées? Oui, qu'est-ce que le Covid a changé? Qu'est-ce qui a changé en 2 ans par rapport à vos travaux respectifs? C'est un peu ma question. Je veux bien essayer de me lancer là-dessus, Nassira.
Parce qu'en fait, j'aimerais réagir aussi, donc répondre à votre question, mais aussi réagir à ce que Nassira a dit précédemment, parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir. En fait, la question là du Covid, bon, comme toutes les crises, elle est en train d'aggraver les inégalités qui existaient déjà, y compris même au sein d'espaces qui sont très homogènes socialement, où, par exemple, bah, comme on disait, il y a essentiellement des ouvriers, des employés, un peu de classe intermédiaire. Mais en fait, on voit clairement la différence entre ceux qui peuvent se reposer ou en tout cas capitaliser sur des ressources liées au fait d'être bien entouré, de connaître du monde, de pouvoir en fait être relativement proche notamment de leur employeur pour arriver à obtenir le chômage partiel alors qu'avant ils n'étaient pas forcément dans un contrat qui leur permettait de l'obtenir, de faire en sorte de travailler au noir à côté pour parfois cumuler chômage partiel et travail au noir. Moi, j'ai eu des gens durant le premier confinement qui faisaient de salaire et d'autres, en fait, qui se retrouvaient complètement sur le carreau parce qu'ils étaient déjà dans des contrats d'intérim, comme ça se fait beaucoup dans ce qui reste de l'industrie dans ces espaces et qui, du coup, n'avaient plus rien du tout. Et en plus, qui ne peuvent pas bénéficier de ce qu'on appelle en sociologie leur capital d'autochtonie, c'est-à-dire une ressource liée au fait d'être du coin et d'être bien vu et de connaître les bonnes personnes pour arriver à s'en sortir sans forcément avoir d'argent ou de diplôme. Et ça, le capital d'autochtonie, il faut, me semble-t-il, toujours préciser que dans ces espaces ruraux-là, il n'est pas l'apanage de tout le monde. Moi, j'ai notamment montré dans mes travaux que c'était une ressource qui privilégiait plutôt les compétences masculines, des savoir-être réservés aux hommes et que en fait, les femmes en bénéficiaient moins. Mais ce que disait Nassira tout à l'heure sur les familles immigrées, c'est quelque chose qui me semble tout à fait pertinent en fait pour critiquer un petit peu l'idée que tout le monde dans ces espaces aurait accès à des formes d'entraide et à des formes un petit peu d'autonomie économique, d'échange, de petits coups de main, des jardins, tout ce qu'on veut. Non, c'est pas tout le monde en fait qui bénéficie d'une forme voilà de persistance de solidarité qui est liée au patronyme, qui est liée au fait que vos parents auparavant étaient déjà amis, que vous avez été embauché dans une boîte du coin qui a bonne réputation et donc vous-même, en fait, vous bénéficiez de ça. C'est pas tous les jeunes, notamment moi, les jeunes adultes, les vingtenaires, les trentenaires sur lesquels je travaille. Il y a justement, et notamment ça, chez ceux qui étaient issus de l'immigration, mais aussi chez ceux qui localement viennent de familles qui sont stigmatisées en fait parce que ils ont été mis à l'écart de l'emploi depuis les fermetures d'usines, elles n'ont pas été rembauchées, donc voilà, ils vivent des minima sociaux, ou alors il y a toutes ces personnes aussi qui vivent, parce que moi j'ai des milieux ruraux du Grand Est qui sont des milieux ruraux d'habitat groupé où il y a beaucoup de cités HLM en fait, de petites cités au milieu des champs, mais c'est des cités, enfin, voilà, avec notamment une population immigrée mélangée à des populations plus précaires et non immigrées. Et là, ben, en fait, ces populations-là, le Covid, elles prennent les conséquences en pleine figure. Et puis donc là, ça interroge, voilà, c'est pour rebondir là-dessus, il me semble que c'est essentiel un petit peu de dire que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et qu'évidemment, ceux qui en ont bénéficié, ben, n'ont fait que d'insister sur le fait de valoriser les vrais potes sur qui compter, le petit clan, la bande de potes qui est autour d'eux, les proches ou la famille, comme disent les jeunes, c'est-à-dire ceux ben, voilà, avec lesquels on peut s'entraider en cas de coup dur, avec lesquels, pendant le premier confinement, par exemple, le département de la Haute-Marne dont je suis originaire, on n'a pas vu au niveau cartographique de ralentissement des flux routiers. C'est-à-dire que les gens prenaient autant leur voiture avant qu'après le confinement parce que les usines n'avaient pas fermé, parce que les métiers disponibles localement ne se télétravaillent pas. Et notamment, il y a le secteur de service à la personne qui est très développé. Ben, qu'est-ce qu'ont fait les assistantes à domicile pour conserver leur salaire qui sont très très mal payés d'ailleurs par rapport aux assistantes à domicile des villes qui sont déjà pas super bien payés. Mais ben là, il fallait se garder les enfants en fait à tour de rôle. Ben, si vous n'avez pas une bande d'amis comme ça dans laquelle s'organise la solidarité, si vous n'avez pas une famille élargie, ben, en fait, vous pouvez pas garder votre emploi, quoi. Vous pouvez pas tout faire. Et ça fait que ben, il y en a certains qui doivent renoncer à l'emploi et d'autres non, qui peuvent en fait se permettre, voilà, de s'organiser autrement. De la même manière, là où il va évidemment y avoir des licenciements, il y a énormément de plans sociaux en ce moment en France et ça impacte très fortement ces lieux-là. Et ben, ceux qui vont pouvoir aller essayer de se reconvertir sur le marché de l'emploi, c'est ceux qui auront les ressources, même s'ils restent habités là où ils ont toujours habité,
pour aller chercher de l'emploi encore plus loin. C'est ça dont se plaignent les gens. Tout est loin, il y a le retrait de l'État, il n'y a plus d'école, c'est la communauté de communes, etc. Il y a le supermarché, il n'y a plus de supérette. Donc, il faut tout le temps rouler. Mais là, en plus, il y a de moins en moins d'emplois disponibles localement. Donc, si on veut être employable, et c'est d'ailleurs ce à quoi l'injonction gouvernementale, c'est de dire il faut que les gens soient plus mobiles. Le salarié doit être ultra mobile, il peut se reconvertir, et puis il peut tout changer du jour au lendemain pour s'adapter au marché du travail qui change du jour au lendemain. Voilà, c'est l'idéal un peu de la main-d'œuvre employable et corvéable. Le problème, c'est que c'est complètement en contradiction avec en fait les ressources que peuvent mobiliser les gens pour s'en sortir dans ce cas-là, parce que toutes ces ressources d'entraide-là, par contre, elles sont localisées. Les gens, ils vivent quelque part. Et si derrière, on va s'isoler dans un autre canton à 50 km de chez soi, dans lequel on connaît personne, et ben là, on tombe dans la précarité. Parce que toutes ces ressources-là liées à l'autochtonie, on les a plus. Et donc, le Covid, je trouve, il pose vraiment ces questions-là. Et voilà, c'est quelque chose dont il faudra mesurer les conséquences à long terme, parce que c'est des régions qui ont été très, très impactées, parce qu'elles sont vieillissantes aussi. Et là, maintenant, il va y avoir vraiment le contre-coup économique qui va se retrouver dans les secteurs dans lesquels travaillent beaucoup des habitants, quoi. Moi, je ne suis pas beaucoup retournée, évidemment, au vu des restrictions sanitaires à Romorantin. Mais du coup, je suis les groupes Facebook auxquels je suis abonnée, et puis les amis avec lesquels je continue à discuter sur Facebook, surtout, parce que ils sont sur Facebook et pas sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, ce qui me frappe, c'est leur volonté à tout prix de garder le lien. Parce que d'abord, il y avait déjà très peu d'endroits, de lieux de sociabilisation. Surtout pour les quartiers populaires où il y a un certain nombre de choses qui ont été enlevées par la municipalité, enfin des choses qui n'existent plus, qui existaient avant, et des city-stades ou ce genre de choses, et qui n'existent plus aujourd'hui. Donc c'est compliqué pour les gens de se retrouver. Et moi, ce qui me frappe, c'est cette volonté à tout prix de garder le lien via des groupes Facebook, notamment des mères de famille qui s'organisent au travers de l'association de parents d'élèves. En fait, on devrait l'appeler l'association des mères d'élèves, parce qu'en fait, il n'y a pas de père, quasiment. C'est d'abord lié au fait que la scolarité est plutôt suivie par les mamans, et puis aussi parce qu'il y a des familles monoparentales avec mères célibataires. Et donc, et oui, là, ça me touche beaucoup, ça me frappe beaucoup. Et je me demande jusqu'à quel point ils vont tenir, parce que franchement, psychologiquement, avec aussi peu de moyens, devoir tout régler à distance sur les sujets autour de la scolarité, autour du lien social, tout simplement, dans les quartiers populaires. Sur le long terme, ça me pose question et ça m'inquiète. Je crois que c'est un peu l'inquiétude qui sous-tend le discours, en tout cas les propos que tenait Benoît tout à l'heure. Et puis il y a le quotidien qui continue, c'est-à-dire que avec toutes ces contraintes-là et avec toute cette situation-là voilà, sur laquelle il faut vivre, il y a aussi les combats du quotidien qui continuent, notamment à Romorantin, il y a une volonté de la mairie de fusionner deux établissements scolaires qui sont assez éloignés l'un de l'autre, et ça pose plein de questions de mobilité justement des parents qui se retrouveraient à aller à plusieurs mètres voire kilomètres scolariser leurs enfants, alors que l'école où ils étaient était juste à côté de chez eux. Et donc du coup devoir trouver des solutions, ou devoir en tout cas se positionner et se battre sur des sujets aussi importants que celle de la scolarité de leurs enfants et de l'éducation dans un contexte comme celui-là, c'est pas rien. Et honnêtement, moi, je suis assez inquiète sur les conséquences psychologiques pour les gens qui sont déjà démunis, qui sont déjà aussi souvent assez éloignés d'un accès aux soins sur les questions psychologiques, psychiatriques. L'accès aux soins d'ailleurs tout court, puisqu'on a un certain nombre de professions médicales qui n'existent plus à Romorantin, qui existaient encore il y a encore quelques années, mais qui n'existent plus. Je pense par exemple à la dermatologie, ou je pense à la cardiologie, enfin un certain nombre de spécialités où il faut maintenant aller à plusieurs centaines de kilomètres, voire même parfois pour certaines à Nantes. Alors imaginez-vous en Loire-Atlantique, alors qu'on est en Sologne. Et tout ça continue, c'est-à-dire que cette logique-là comment dire,
casse d'un certain nombre à la fois et de services publics, mais aussi de services tout court liés à la médecine, liés aux soins. Elle ne s'est pas arrêtée avec le Covid, elle continue et honnêtement, je trouve ça assez inquiétant sur les conséquences effectivement à moyen et long terme pour ce type de territoire. Tout à fait. Dans un autre domaine, alors je travaille en bibliothèque, donc je suis toujours sensible au monde du livre. Pendant le deuxième confinement, il a été beaucoup question de l'ouverture des librairies, en l'occurrence. Et alors, ce sont beaucoup d'idées que j'ai pu voir apparaître dans des articles que j'ai lus en ligne, et ce sont beaucoup de choses que je peux relayer en ayant des échos de mes propres parents qui vivent aussi sur ces territoires, qui ont tendance à être éloignés de tout, qui ne bénéficient plus vraiment de certains services, ou voilà, où les choses ont tendance à disparaître, les commerces ferment. Quand il s'est agi de protéger les librairies en les ouvrant, c'est-à-dire en permettant aux libraires de vendre leurs livres, plutôt que de les forcer à fermer comme pendant le premier confinement. Il s'est agi aussi de fermer les rayons culturels dans les grandes surfaces, les supermarchés, les hypermarchés. Si moi je me place de la perspective de mes parents, il n'y a aucune librairie sur le territoire où ils habitent. Et pour en trouver une, ils doivent faire 35 km en voiture. Et la première librairie, le premier moyen d'accès à un livre, c'est le supermarché qui est à 10 km de chez eux. La décision qui a été prise de fermer ces zones, d'interdire l'accès à ces zones culturelles dans les supermarchés, à votre avis, c'est une question que je pose comme ça et qui m'intéresse moi personnellement, est-ce qu'elle prenait en compte les réalités de ces territoires, ou est-ce qu'elles ont été prises, comme on a pu le lire, à Paris, sans tenir compte des réalités de ces territoires? Est-ce qu'elle était vraiment réfléchie, cette décision? Parce que, en l'occurrence, mes parents n'accèdent aux livres, s'ils veulent accéder à un livre, que par les grandes surfaces. C'est le moyen le plus direct et le plus immédiat d'y accéder. J'aimerais avoir votre avis sur ce point de vue, cet aspect. Benoît? Je réfléchis. Moi, j'ai pas de... Franchement, sur la prise de décision sur la fermeture des librairies, j'ai pas trop eu de... J'ai pas d'avis, mais même je dois dire que j'ai pas eu trop de... Je me sentais pas vraiment concerné par rapport à mes objets de recherche, hein, pas par rapport à mes habitudes, moi, de lecteur, mais qui sont... Parce que... voilà, parce que je suis pas vraiment sur des groupes sociaux, en fait, qui sont très concernés par la réouverture des librairies. C'était plus concerné par leur survie économique. Et, mais par contre, là où vous soulevez un point qui me parle le plus, c'est sur finalement l'accès à la consommation culturelle, comment elle se fait dans ces espaces-là. Parce que d'emblée, voilà, on identifie la librairie comme un espace un petit peu sanctuarisé. Moi, quand j'ai sorti mon livre, c'est vrai que les gens autour de moi, des personnes qui sont dans le livre, ont dit je suis allé au Leclerc, j'ai pas trouvé ton livre, je suis allé voilà, dans divers supermarchés selon voilà, où ils étaient, parce que c'est le seul dont ils disposent, et parfois ils savent même pas en fait qu'il y a une librairie dans la petite ville la plus proche de chez eux, parce que c'est un autre monde. Et effectivement, moi j'ai eu l'occasion d'aller présenter mon livre dans des petites librairies rurales. Ça brasse pas la population du coin, c'est évidemment pas tout le monde qui y vient. Donc il faut aussi essayer un petit peu de penser qu'il y a des personnes qui peuvent potentiellement s'intéresser en fait à des livres voilà, d'analyse, de compréhension. Moi j'ai eu des demandes en fait comme ça, même en interrogeant des jeunes qui n'ont pas fait d'études longues et qui, comme je vous disais, qui voient le modèle des études supérieures comme étant pas du tout la panacée, parce qu'ils ont d'autres ressources à valoriser. Mais c'est pas pour ça en fait que ça les intéresse pas d'essayer d'avoir un point de vue critique sur l'actualité. C'est des personnes qui parlent politique dans leur conversation quotidienne. Alors ils en parlent en mêlant politique locale, ce qui se passe à l'échelle locale, la concurrence pour l'emploi, la fermeture des usines, évidemment, qui vont plus parler de ça que de politique internationale qui les concerne moins et sur lesquelles ils ont peu prise. Mais n'empêche qu'ils politisent leur quotidien, et ça met le problème, c'est que de la même manière que tout à l'heure on parlait, qu'il me semble qu'il n'y a pas grand monde qui vient de ces milieux sociaux-là pour en parler, il y a aussi relativement peu, même de romans, aussi d'ouvrages, de fiction qui met en scène en fait ces espaces-là et qui peut en fait intéresser parce qu'on se sent impliqué dedans. On est toujours obligé un petit peu de se définir là par un peu, quand on vient de ces milieux ruraux-là, notamment pour les jeunes,
je les voyais, ils se définissent beaucoup en négatif par rapport aux jeunes, notamment des banlieues, qui sont comme eux qui viennent de quartiers qui ont été façonnés en fait par le développement industriel, puis par le démantèlement de l'industrie. Mais on oppose jeunes issus de l'immigration et jeunes non issus de l'immigration en France. C'est évidemment une stratégie politique bien connue. Et c'est par rapport à ça que les jeunes ruraux, en retour, eux, se définissent, parce que ils n'ont pas accès en fait à d'autres représentations d'eux-mêmes que celles que, il me semble, pourrait offrir, par exemple, le livre de Nassira, qui re-questionne en fait ces dichotomies-là, quartier populaire, espaces ruraux. Et si on veut qu'ils y aient accès, il faut un petit peu se dire qu'il faut se forcer à amener plus près, à ne pas faire en sorte que ça soit l'occasion qu'il faille prendre le train pour aller trouver un livre qui parle d'eux, parce que c'est toujours un petit peu la déception, c'est de voir que finalement, on me disait qui va lire un livre qui parle de nous, et ensuite, je vois bien que ça va intéresser davantage des gens malheureusement en ville que les premiers concernés. Et j'ai même des personnes qui vont d'emblée, la forme livre les rebutent, donc ils vont attendre qu'il y ait des vidéos, par exemple, comme celle qu'on fait ici, pour s'intéresser, pour avoir un premier pas, et après pour aller voir des livres. Et même ensuite pour lire des livres plus, que je trouve en tout cas plus difficiles d'accès, de sociologie. Et c'est pour ça qu'il me semble aussi que dans le rapport, que aussi bien les journalistes d'enquête, c'est-à-dire les journalistes qui produisent vraiment de nouvelles connaissances, et les chercheurs, il faut un petit peu aussi sortir des tours d'ivoire pour se dire qu'il y a tout un tas d'entreprises de vulgarisation qui ne rendent pas le propos moins dense, moins complet, où on peut raconter le réel aussi tout aussi bien. Et puis c'est un premier pas en fait vers ça. Donc voilà, après, et juste pour finir, parce que là d'emblée on se dit la librairie c'est les pratiques culturelles, et quand on pense souvent en fait que les milieux ruraux en sont un petit peu dépourvus, et quand on se pose la question de on m'a souvent questionné sur le fait de comment impliquer davantage notamment les jeunes adultes dans l'accès à la culture, pour qu'ils fassent partie d'associations, qu'ils aient des pratiques culturelles. En fait, juste statistiquement, les jeunes ruraux, ils font plus souvent partie d'associations que les jeunes urbains. Simplement, c'est le club de foot, l'assaut de pêche, et le club de chasse et la Zumba. Enfin, voilà, je vous reprends les 4 trucs qui revenaient le plus quand je faisais mes stats sur mes terrains. Et en fait, c'est pas des pratiques culturelles considérées comme légitimes en ville et dans les classes les plus diplômées, donc celles qui imposent la légitimité culturelle. Donc d'emblée, on pense pas forcément à ça quand on se dit que les gens ont besoin de perpétuer leurs pratiques culturelles et leurs loisirs en temps de confinement. Et ça, c'est quelque chose, là encore, qui montre comment il y a une forme de dominocentrisme en France, où en fait, on pense tout de manière très, très, très descendante. Et d'emblée, ceux qui sont loin des espaces où on produit la légitimité, qui sont là pour le coup des espaces très, très localisés en ville, ils ne sont pas forcément représentés dans ce qu'on leur propose. Juste pour vous répondre, Philippe, moi j'avais fait une enquête pendant le confinement pour le magazine Pour l'Écho. Et en fait, c'était quand même un peu plus compliqué que ça. C'est qu'effectivement, les librairies et donc tout ce qui était vente de livres et vente de produits culturels était censé fermer. Hein, c'est les décisions qui avaient été prises par le gouvernement. Sauf que pour un certain nombre de centres commerciaux, on a joué avec les décisions. En fait, on a joué avec la loi. C'est-à-dire que moi, je sais que pour Romorantin, par exemple, mais pour d'autres centres commerciaux, Romorantin, c'est un Leclerc, et c'était aussi valable pour d'autres enseignes commerciales. Pour le centre Leclerc de Romorantin, en fait, on continuait à vendre des livres parce que la partie presse se vendait toujours, parce qu'on vendait des cartouches d'imprimantes et parce qu'on vendait aussi d'autres produits qui étaient toujours autorisés à la vente. Et donc, finalement, on continuait à vendre des livres sans aucun problème, malgré l'interdiction. D'autres centres commerciaux ont été même encore plus loin. C'est à Saint-Étienne, dans mon souvenir. Alors, je ne sais plus quelle enseigne c'était, mais une grande enseigne qui, elle, avait effectivement fermé son espace culturel. Je crois que c'était un centre Leclerc, avait effectivement fermé son espace culturel suite aux décisions du gouvernement, mais avait transféré tout un tas de livres du côté des tapis de caisse en tête de gondole, et donc avait réussi à évacuer un certain nombre, enfin en tout cas à écouler un certain nombre
de livres, alors même que les livres étaient normalement interdits à la vente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sont dans ces zones-là qu'on estime comme étant les zones les plus éloignées de la mondialisation que finalement, cette mondialisation-là permise, qui s'illustre en tout cas là-bas par ces grands centres commerciaux versus les centres-villes qui se vident malheureusement, et surtout aussi grâce notamment à l'action, mine de rien, d'un certain nombre de municipalités qui, d'un côté, vous disent pendant les périodes électorales qu'on va tout faire pour sauver les petits commerces, mais que, en réalité, dans une grande partie de leur mandat, à l'emploi, en fait, dans un certain nombre d'entreprises et notamment de centres commerciaux qui se servent et qui utilisent de grandes friches laissées à l'abandon pour pouvoir étendre leur couverture territoriale. En fait, en réalité, c'est dans ces zones-là que les centres commerciaux ont réussi à jouer en fait sur la subtilité liée à leur commerce, sur le fait d'être de grands commerces et donc du coup de pouvoir faire un peu ce qu'ils voulaient versus les petits commerçants et notamment les librairies du centre-ville qui elles étant beaucoup plus visibles, en tout cas faisaient vraiment attention. Moi ça m'avait beaucoup frappé, oui, effectivement. Ouais. Mais donc du coup c'était quand même un peu plus nuancé que ce que nous avait dit le gouvernement. Ouais. Nous avons eu une question de la part d'une spectatrice et je vous la pose telle quelle. La question de la solidarité ville-périphérie est intéressante. Avez-vous des éléments de comparaison sur ce sujet? Je vais bien essayer de me lancer si vas-y. sur cette question-là. Je trouve que tout le débat qu'on a eu auparavant, en fait, il posait la question sans le dire directement. Et la manière dont on va construire l'image des espaces ruraux, de ces dits territoires, à mon avis, va largement conditionner la question d'une éventuelle, la solidarité, on pourrait employer le mot aussi de convergence, entre finalement notamment des mobilisations politiques qui pourraient émaner historiquement des quartiers populaires ou par exemple avec le mouvement des Gilets jaunes, une convergence avec finalement des revendications pour davantage de pouvoir d'achat, pour une meilleure répartition des richesses, pour tout ça évidemment. Et si on refait un peu l'histoire des Gilets jaunes, quand même une des premières organisations à rallier le mouvement, alors même qu'il y avait une frilosité des syndicats, etc., c'était le comité Adama. Donc on peut penser que finalement les oppositions qu'on nous fait entre finalement des personnes qui appartiennent aux mêmes classes sociales, évidemment qui ne vivent pas les mêmes formes de discrimination, parce que les blancs ruraux ne vivent pas le racisme, ça c'est quelque chose qui est assez évident. Mais n'empêche que il peut y avoir évidemment, avec en plus les crises qu'on vit qui augmentent de manière assez exponentielle en fait les inégalités dans un pays comme la France, qui avait quand même un modèle qui relativisait un petit peu ces écarts-là. Là, on va avoir des inégalités économiques qui en plus, de manière localisée, sont ultra visibles. C'est-à-dire qu'il va y avoir des lieux où vivent les riches, des lieux où il y a de moins en moins d'emplois, de moins en moins de ressources à se partager. Et c'est la France post-industrielle, aujourd'hui largement désindustrialisée. Ça va aussi être largement la France où, quand on recoupe un petit peu les cartes électorales de la frontière du nord de la France en passant par les Ardennes et les campagnes du Grand Est, on voit le vote Front National se dessiner depuis la fin des années 90. Donc, est-ce qu'on s'en tient à ça pour représenter ces territoires-là, ou est-ce qu'on se rappelle aussi des revendications qui avaient émané du mouvement des Gilets jaunes? Moi, c'est quelque chose qui m'avait concerné parce que j'étais en train de faire mon enquête de terrain à ce moment-là, donc j'avais vu le mouvement se mettre en place avec les 80 km/h, les mêmes personnes, attendent un peu les vacances parlementaires pour repartir sur le mouvement des Gilets jaunes. Et la manière dont, dès le premier jour, ça écoutait la Marseillaise, mais ça criait révolution à la fin. Et les revendications, c'était contre rétablissement de l'ISF, meilleure répartition des richesses, pouvoir d'achat. Alors même que le mouvement, à cette époque-là, ceux qui l'endossaient médiatiquement, c'était RMC, les grandes gueules, les médias qui sont évidemment contre toutes ces formes-là de répartition, de revendication sociale habituellement, mais qui là se disaient, c'est les blancs de province.
forcément que c'est un espèce de mouvement post-poujadiste, anti-impôt, et là, finalement, bah oui, quand on les présente comme ça, évidemment qu'il n'y aura aucune possibilité de convergence. Comment voulez-vous que les gens qui n'habitent pas là-bas, quand ils allument BFM ou qu'ils allument la télé, n'importe quel média, ils se sentent en fait dans une revendication qui pourrait être proche et dans une communauté d'existence, voilà, où il y a certains traits de leur existence qui seraient en fait à mettre en commun, et il y a certaines revendications qui seraient possibles de porter ensemble pour être plus puissants dans un mouvement social éventuel. Bah ça, c'est évidemment tout un logiciel qui est à revoir, notamment vis-à-vis de ceux qui écrivent sur le monde social, même ceux qui l'étudient. Moi, je sais que ça a été notamment très compliqué de tout simplement trouver une manière de raconter la première journée des Gilets jaunes. Je l'ai publié dès le soir même, mon petit compte-rendu que j'avais fait, voilà, en sociologue, parce qu'il me semblait que j'avais vu passer, notamment dans des listes mail, des réactions d'emblée très, très méprisantes, en fait, faites de beaucoup de mépris de classe vis-à-vis de ces gens-là, en disant, bah voilà, c'est ce peuple de beaufs, dingue de sa bagnole, il nous emmène droit dans le mur, il est incapable, en fait, de se mobiliser pour les bonnes choses, de toute façon, s'il vote tous ses FN à la fin. Alors que là, il y avait en fait une main tendue au mouvement social déjà organisé par des personnes qui n'étaient pas politisées de cette manière-là, en tout cas jusqu'alors, et où ils avaient amené sur la table des revendications qui parlaient directement de leurs conditions d'existence quotidienne, de ce qui matériellement posait problème, de ce qui faisait que bah voilà, il fallait reposer en fait des questions politiques qui sont de l'ordre du quotidien, qui sont de l'ordre de l'espace auquel on accède, des services auxquels on accède, de la manière dont au travail on peut plus revendiquer certaines choses, donc on le fait sur le hors travail. Et tout ce qui s'est mis en place là, il me semble que ça en fait est quelque chose qui va concerner de plus en plus aujourd'hui les mouvements sociaux de manière de plus en plus spontanée, parce que les gens vont se retrouver dans une telle précarité qu'il va y avoir en fait une répétition. Enfin, voilà, il suffit sans être devin, je ne vois pas les gens se tourner vers une apathie complète. En fait, il faut pas croire ça. Et après, c'est la question, c'est de quelle manière on va encore parvenir par l'image qu'on va faire de ces mouvements-là, à diviser, à dire que voilà, c'est des irrécupérables, que de toute façon, ils ne portent aucun projet. Et voilà, c'est toujours le même problème, en fait, quand on a là encore des groupes sociaux qui n'ont pas voix au chapitre. Et vous voyez, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, pour en revenir, il est né en milieu rural, il me semble de manière très claire que les premiers points, il y avait eu des cartographies qui avaient circulé sur les premiers ronds-points des Gilets jaunes, les péages, etc. On voyait très bien qu'on était aux frontières de plusieurs départements, donc éloignés des grandes villes, éloignés des centres préfectures. Et historiquement, on sait que c'est là, la seconde révolution industrielle, qu'on a implanté beaucoup de petites et moyennes industries. Donc c'est les restes aussi de ces mondes-là, évidemment, qui se mobilisaient. Il n'y a pas de secret. Mais d'un autre côté, même au sein du mouvement des Gilets jaunes, les premiers représentants qui ont été les plus sur les plateaux télé, qui ont été les plus médiatisés, c'était des gens qui habitaient Paris ou qui étaient en région parisienne à ce moment-là, proches des rédactions, qui avaient déjà des manières de parler, etc., que reconnaissaient les journalistes, dans lesquels pouvaient se reconnaître, ou qui pouvaient même, en fait, correspondre à l'archétype de ce qu'on pensait être un gars typiquement gilet jaune, voilà, qui aurait forcément une barbe, qui parlerait dans son camion, et ça, c'est quelque chose dont les Gilets jaunes eux-mêmes ont participé. En fait, ils les trouvaient légitimes, ces représentants-là, dans plein d'endroits où je suis allé. Donc, eux, ils n'étaient pas en désaccord avec ça. Parce que la dépossession, elle se fait de manière douce. On ne se sent pas capable de parler plus haut. Donc, on n'y va pas. Mais aussi parce qu'on ne voit pas de profil comme le sien émerger. Et il me semble que là, c'est encore quelque chose qui est de l'ordre des enjeux qu'il y a dans ce pays, de la représentativité des différents groupes sociaux, de faire en sorte qu'il y ait des élus qui viennent de ce monde-là, qu'il y ait des journalistes connus, reconnus, qui portent cette parole-là, et pour que en fait, les gens puissent s'identifier, et que aussi des personnes qui n'y appartiennent pas se disent « Ah bah tiens, elle a grandi voilà, dans ce que j'appelle moi les coins paumés depuis la banlieue où j'ai grandi. Et puis finalement, quand elle parle, j'ai l'impression qu'elle parle aussi de mes parents, qu'elle parle aussi de ma famille, que en fait son livre, il me parle aussi vachement à moi. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de lecteurs qui ont lu Les Filles de Romorantin. Et du coup, bah ça forcément que ça peut un petit peu faire bouger les cartes, mais la force de frappe, faut être un peu honnête entre nous, hein, la force de frappe qu'on peut avoir dans la diffusion de nos travaux, elle est sans commune mesure par rapport au traitement de l'actualité bouillante, sous fond de faits divers, sous fond de scandales, qui évidemment écrase tout d'un coup, et qui décourage aussi les gens, parce que quand vous êtes sur des personnes qui ont peu de légitimité à se mettre en scène, à parler d'elles-mêmes, et qui se sentent pas autorisées à réclamer,
et il me disait, beaucoup les gens, on n'est pas du genre à réclamer. Bah, d'emblée, comme il disait, comme ça a mal parlé du mouvement, il y en a certains qui se sont mis en retrait parce qu'ils se sont dit, je vais perdre tous mes copains, je vais me faire mal voir. Ici, c'est un milieu d'interconnaissance où si tu as mauvaise réputation, tu as une sale réputation, tu es grillé, plus personne ne veut t'embaucher. Donc, je vais arrêter d'être gilet jaune, même si je suis toujours gilet jaune dans mon cœur, que j'appellerai toujours les groupes des gilets jaunes, la famille, etc. Ça, j'ai vu les solidarités se reconstituer, mais de manière un petit peu plus informelle, parce que, ben voilà, si vous vous sentez pas certifié un petit peu par les gens importants, ceux qui parlent dans le poste, voilà, ceux qui parlent dans les médias, ben forcément que c'est compliqué en fait de continuer un engagement. J'ai quelque chose qui m'avait frappé. Donc janvier 2019, donc je commence à suivre les Gilets jaunes de Romorantin. Ils sont à peu près une trentaine. Et puis au fur et à mesure, je vois bien qu'on me regarde comme si je devais moi-même me positionner, alors qu'ils avaient bien compris que j'étais là en observatrice, que évidemment que je participais. Voilà, dans leurs actions, en les aidant à mettre en place les tables quand il fallait se réunir, etc. Mais je restais quand même, voilà. Et on me regardait un peu en chien de faïence, comme si j'avais presque obligation de me positionner vis-à-vis de leur, qu'ils avaient besoin de savoir si quelqu'un comme moi, c'est-à-dire quelqu'un d'origine immigrée, donc d'origine marocaine, représentant, selon certains, les autres immigrés de la ville, ils avaient besoin de m'entendre pour essayer de comprendre ce que les immigrés de la ville, ce que les personnes d'origine immigrée de la ville pensaient du mouvement. Parce qu'ils ne comprenaient pas que les personnes d'origine immigrée de Romorantin ne prennent pas part au mouvement, alors même qu'ils vivaient exactement les mêmes situations. Ouvriers, employés, beaucoup d'intérimaires, etc. Enfin, c'est des métiers, des professions que tous partageaient, mais ils ne comprenaient pas que ces gens-là, comme ils disaient, ne prennent pas part au mouvement. Et un jour, un des leaders du mouvement, Daniel, m'interroge à ce sujet et il me dit, écoute, voilà, j'aimerais bien comprendre. Et je lui dis, bah, écoute, on va aller dans un des quartiers populaires et puis tu vas poser la question, tout simplement. Donc en fait, et il n'avait jamais eu cette démarche-là et ça lui était pas du tout venu à l'esprit de pouvoir le faire tout seul, alors que c'était quelqu'un plutôt voilà, sociable, qui allait facilement au devant des gens. Et donc on a fait cette démarche, on a été donc au marché du quartier populaire des Favignoles, qui est un des 2 quartiers populaires de la ville, et on a été voir un commerçant qui a un camion kebab qui s'appelle Sedat, qui est un ancien boxeur à plusieurs reprises, une petite star locale qui s'est reconvertie. Donc on a été le voir pour discuter avec lui. Et Daniel a été en fait assez abasourdi par ce que lui a dit Sedat, parce que Sedat lui a dit, mais écoute, c'est très simple, nous, en tout cas moi, ça me semble naturel, évidemment, ce que vous dites, voilà, je souscris à 10 000%, je suis complètement d'accord. Sauf que le problème, c'est que nous, si on prend part au mouvement et que ça commence un peu à vriller, bah, c'est sur nous que ça va retomber. Et on voit bien après qu'on peut aller très loin de délinquants. Voilà, on va être encore une fois stigmatisé, donc on préfère rester à notre place pour être sûr à la fois de pas comment dire, donner une mauvaise image au mouvement et de ne pas se retrouver avec des problèmes. Et puis il lui a dit, mais qu'il y a des choses que tu ne peux pas vivre. Sur la tête de Daniel, qui n'avait pas du tout, mais pas du tout, et vraiment je crois que bah oui, en vivant dans un quartier populaire, oui, en étant fils ou fille d'immigrés, et en même temps, ce qu'ils n'avaient pas du tout compris, c'est que leur réunion des Gilets jaunes à Romorantin, en fait, ils ne les faisaient pas en centre-ville, ou dans une belle salle de la mairie, à l'hôtel de ville bourgeois du centre-ville de Romorantin. En fait, leur réunion
n'es pas en interaction avec les habitants, mais en vrai, les habitants, ils sont juste dans les maisons juste en face. Mais tu es dans leur quartier, tu y es. Il y avait à côté, il y avait le café occupé par les papas turcs, il y avait l'épicerie turque aussi juste à côté, parce qu'on est aussi dans un quartier qui habité par de nombreuses familles d'origine turque. Et donc, en fait, voilà, c'est des réalités en réalité qui ne se croisent pas, mais qui oui, ils n'ont pas des amis proches ou de la famille. Ils vivent les uns à côté des autres. Et que quelque part, à un moment ou à un autre, ils se croisent. Il y a une rencontre un peu manquée, mais que ça se joue à pas grand-chose, quoi. C'est ça que je veux dire. Et je sais que ça avait beaucoup fait réfléchir à ça pour la petite histoire, et après j'en resterai là. Ils ont fait un grand pique-nique du château de Chambord, qui a une demi-heure de Romorantin. Et de l'après-midi, ils se sont tous un peu regardés et ils se sont dit, mais attendez, qui est-ce qui nous a filé à manger pour faire celle qui avait filé à manger? C'était le camion kebab. Voilà. Donc, nous avons évoqué pendant cette heure et quart qu'on a passé ensemble vos travaux respectifs. Donc, je tiens à les rappeler quand même, puisqu'ils sont de qualité tous les deux. Alors, Nassira El Moadem, Les filles de Romorantin, édité chez l'Iconoclaste. Et Benoît Coquart, Ceux qui restent faire sa vie dans les campagnes en déclin. Juste en guise d'ouverture, est-ce que vous travaillez encore tous les deux sur ces thématiques, sur la thématique des territoires, les milieux ruraux? Quelle est votre actualité, ou quels sont les livres sur lesquels vous travaillez et qui vont être publiés prochainement, en quelques mots? Benoît? Alors moi, j'ai recommencé des enquêtes de terrain en milieu rural avec des approches un petit peu différentes. Donc là, je suis en suis qu'au début, mais ça va être un petit peu sur le même format. En fait, je fais déjà des enquêtes relativement longues. Voilà, par mon métier de sociologue, j'essaye de faire un maximum, enfin de comprendre un maximum en fait ce qui se passe là où je vais, en y passant déjà beaucoup de temps. Et après, l'idée d'en faire un livre, ça c'est quelque chose qui vient généralement après des années de travail d'enquête, de terrain, parce qu'on en apprend énormément en restant longtemps, en suivant les gens longtemps. C'est comme ça que j'aime bien procéder. Du coup, je dois dire que là, c'est encore trop frais. Là. Je suis en plein retour sur un nouveau terrain, avec voilà où je bouge un petit peu, on va dire, mon curseur et ma focale, notamment sur les questions de rapport à la nature. Mais voilà, ça sera quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Et puis sinon, là en ce moment, avec des collègues, on commence à s'intéresser en fait justement par rapport à ce que disait Nassira, c'est pour ça que je voulais réagir, aux ressources dont peuvent en fait, ou justement dont ne peuvent pas disposer les non-autochtones dans tous ces espaces. Parce que voilà, moi j'explique un petit peu que pour ceux qui restent, c'est justement des ressources liées à l'autochtonie qui permettent de se valoriser, qui ont permis aussi notamment de se mobiliser politiquement avec les Gilets jaunes. Hein, c'était les mêmes formes de solidarité qu'on rejouait. Mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui, justement, aujourd'hui, il y a notamment une migration de la précarité en France. On parle beaucoup du confinement des maisons secondaires, des Parisiens qui vont venir avec leur argent, leur capital économique et culturel, redynamiser des régions rurales oubliées. Je pense que aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vivre leur précarité dans des milieux où le coût de la vie est plus bas, mais dont ils ne sont pas originaires. Il y a notamment aussi beaucoup de familles monoparentales, des femmes seules avec enfants, qui sont à la fois, qui peuvent trouver du parc HLM disponible, par exemple, ou des logements à bas coût, mais qui vont aussi être très dépendants de ce qu'on appelle la main gauche de l'État, c'est-à-dire de tous les services que l'État social apporte encore, mais de moins en moins avec ces territoires-là. Donc ça va, à mon avis, ça va poser des gros enjeux pour le futur en tout cas des campagnes en déclin. Celle auquel je m'intéresse, c'est pas celle du regard contemplatif, où les néo-ruraux fortunés arrivent, mais c'est celle où on voit vraiment une population éloignée de l'emploi arriver,
qui peut se concentrer dans des centres-bourgs qu'ont déserté les classes populaires les plus stables, qui, elles, construisent des lotissements aux alentours, et puis justement, le bail est associé. Donc, bon, ça pose beaucoup de questions de recherche. En fait, il y a tout un tas de choses à faire, avec, malheureusement, pour la recherche aujourd'hui, de plus en plus de difficultés à entreprendre notamment des recherches collectives, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui sont dans des statuts précaires, qui n'ont pas l'occasion en fait de se consacrer longtemps à une enquête longue, immersive, de plusieurs années, comme moi j'ai eu la chance de le faire en fait depuis ma thèse, mais c'est parce qu'en fait je suis originaire de ces lieux-là, donc même pendant les périodes où j'étais au chômage ou quoi, je restais vivre là-bas, donc forcément j'ai bricolé comme ça une présence à long terme sur un terrain. C'est très très compliqué à mettre en place aujourd'hui, et voilà, malheureusement on est un petit peu aussi dans le désarroi parfois par rapport à en fait un manque de connaissances criant sur plein de pans de la société aujourd'hui, sur plein de phénomènes sociaux essentiels à comprendre, et malheureusement pas toujours le moyen de le faire, quoi. Mmh. Alors moi, après Romorantin, je suis à Paris et je continue mes déambulations de reportage et d'enquête en Seine-Saint-Denis, puisque c'est un autre lieu géographique sur lequel je travaille depuis presque une dizaine d'années maintenant, et je mène une enquête qui décore. On a quelques soucis de connexion avec vous, Nassira. Est-ce que là c'est bon? Essayez, allez-y. Est-ce que là vous m'entendez? C'est aléatoire, un mot sur deux. Bon. Je vais terminer très rapidement. Et donc, du coup, à la fin du mois d'août 2021. D'accord, entendu. Merci à vous deux, merci beaucoup pour ces échanges, c'était très intéressant. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. C'était un plaisir pour moi de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Et merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ces échanges. Très bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Merci également à vous. Merci pour l'organisation. Merci Nassira pour le débat. On n'a pas bien compris tes projets futurs, mais un mot sur deux, c'était intriguant en fait pour avoir envie d'en savoir plus. Merci. On en reparlera. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.